Bonjour, bonsoir, selon l'heure à laquelle vous nous recevez chez vous et merci d'être avec nous pour pratiquement une heure d'échange dans le cadre de cette tribune Cartes sur table. Un projet qui a été mis sur la table en cette période électorale, il s'agit du pacte technologique. Beaucoup de questions autour de ce pacte. Qu'en est-il exactement et pourquoi ces pactes, mais pourquoi aussi maintenant une période où on parle de la présidentielle? Eh bien, nous allons évoquer toutes ces questions avec celui qui est derrière ce projet. Il s'agit d'une fondation, la fondation Odélia, mais le président de cette fondation, c'est quelqu'un qui s'est déjà illustré plus d'une fois derrière d'autres projets allant dans le même sens. Je fais allusion à J-Certif, dont il a été le pionnier. Nous allons le recevoir sous vos applaudissements. Il s'appelle Roland Crisbel. On le reçoit sous vos applaudissements. Bonjour et bienvenue dans Cartes sur table. Merci. Il est temps de s'installer et on lance les débats. C'est un numéro spécial, une tribune spéciale, et justement pour marquer d'ores et déjà la différence avec les autres tribunes, je veux vous présenter des invités, pas comme les autres aujourd'hui, parce qu'ils viennent représenter les candidats à cette course. Vous allez comprendre au cours des développements la raison de leur présence. Je veux vous présenter tout de suite Monsieur Chika Bungu Vivien. Il représente la chaîne, donc le candidat Kinyumbi Kiambungu. Deuxième invité de marque pour cette tribune, il vient représenter le MUST, la candidate Munari. Et donc ici, eh bien, la candidate Munari est représentée par Matwala Oriano. Voilà, sous vos applaudissements. La Fondation et Cartes sur table, qui ont organisé ensemble cette tribune, ont lancé les invitations vers pratiquement tous les candidats. Il y en a qui étaient les représentants de certains candidats qui étaient arrivés, qui sont partis peu avant qu'on ne lance cet enregistrement. Il y en a d'autres qui n'ont pas répondu favorablement à notre invitation. Pourquoi? On ne sait pas, mais je vais aussi vous présenter le tout dernier à avoir accepté notre invitation. Je veux vous présenter celui qui représente le candidat de la majorité présidentielle. Je veux vous présenter donc Monsieur Véron Monkou, sous vos applaudissements. Je voudrais aussi présenter le public. C'est un public qui a pris l'habitude de prendre d'assaut cette salle de conférence de la semaine africaine pour assister à l'enregistrement de cette émission Cartes sur table. Et pour nous, ça se bravote aussi. Bravo à vous. Avec moi sur ce plateau, Roland Crisbel. Crisbel, bonjour une fois de plus. Bonjour. Merci d'avoir fait le déplacement de cette salle pour cette tribune Cartes sur table. C'est un honneur pour moi, oui. J-Certif, ok, c'est fait. Aujourd'hui, on parle du pacte technologique. Avant d'aller vers le pacte, un petit mot quand même sur cette transition, vite fait. Un petit mot, non, parce que j'avais simplement envie d'aller un peu plus loin, parce que les défis qui s'imposent au Congo nécessitent des projets un peu plus ambitieux. Donc, c'est simplement une prise de conscience des défis qui s'imposent au Congo que j'ai eu, qui m'ont mené à faire ce choix-là d'aller vers un nouveau projet qu'on appelle le pacte technologique aujourd'hui. Alors on va prendre le taureau par les cornes. Moi je vais lire quelques lignes qui résument ce projet. C'est écrit de Roland Crisbel, bien sûr. Président de la Fondation Odélia, le président donc Roland Crisbel invite les candidats à l'élection présidentielle, les citoyens ainsi que les acteurs de l'écosystème économique et technologique à signer le pacte technologique afin qu'à l'entrée de la nouvelle République, que le Congo fasse le choix de la refondation de l'État par l'outil technologique. Ouais. Oui, c'est le choix. C'est lourd. C'est plus que lourd parce que c'est même pas une question de lourdeur, c'est une question de détermination parce que le Congo ne peut plus échapper aujourd'hui à l'utilisation de l'outil technologique pour son développement. Il se trouve juste que là, nous avons une chance unique de rentrer dans une ère nouvelle
que nous appelons tous la Nouvelle République. Et mon engagement et ceux de toute l'équipe qui accompagne la Fondation a été de dire, nous souhaitons que la Nouvelle République ne soit pas seulement la mise en place des nouvelles institutions, mais surtout la mise en place ou la prise de décision d'un choix qui est plus que audacieux, qui est plus que déterminant, qui est plus que profond, celui d'inscrire l'outil technologique au cœur même du développement de l'État comme étant un élément, une pièce centrale. Donc aujourd'hui, la technologie touche tous les domaines. Donc lorsque je parle de la refondation de l'État, je pèse profondément mes mots. Je parle ici de l'utilisation de l'outil technologique à tous les secteurs de la vie de l'État. J'expliquerai peut-être un peu plus tard pourquoi je parle ici de la refondation de l'État, mais je pense que le décor est déjà posé quand je parle de... On sait comprendre l'intérêt, sinon la place qu'occupent aujourd'hui les technologies dans les développements des nations. Mais pourquoi faudrait-il aller vers le format pacte technologique? Le format pacte technologique, c'est une ambition, je dirais, je parlerai d'une forme d'ambition insolente, d'une forme d'ambition audacieuse pour l'État. Le mot pacte en lui-même fait référence, lorsque je dis que je pactise avec mon voisin, cela veut dire que je viens de lier ma vie à autrui. Et aujourd'hui, il est question que le Congo fasse un pacte avec l'outil technologique pour son propre développement. Parce qu'il est clairement établi aujourd'hui sur toute la Terre, sur tous les continents où vivent les hommes, il est clairement évident qu'on ne peut pas parler du développement sans que la maîtrise de l'outil technologique ne soit au cœur du dispositif ou du système de l'État. Ce n'est pas possible. Donc on a besoin de l'outil technologique. Donc partant de ce constat, je pense qu'il est intéressant, vu le retard qu'accuse l'Afrique, et en particulier le Congo, de parler ici d'un pacte, de lier le développement du Congo à l'outil technologique, et ce, quel que soit le secteur, quel que soit le domaine. Donc le mot pacte a été profondément choisi pour montrer la dimension profonde de ce choix qui est fort, qui est profond, qui est déterminant pour le Congo. Pacte technologique, c'est un concept, c'est un projet. Le contenu de ce pacte? Il y a deux volets dans le pacte technologique. Il y a le premier volet qui est celui d'emmener l'ensemble des citoyens de la République du Congo. Et en particulier ceux qui ont aujourd'hui, qui prétendent à la présidence pour diriger le Congo, et de pouvoir s'engager, mais publiquement devant médias nationaux et internationaux, à pouvoir signer ce pacte technologique. Je pense qu'aujourd'hui, le Congo ne sera peut-être pas le premier pays à avoir fait ce choix ou à vouloir faire ce choix. Mais derrière cet engagement public que nous voulons obtenir de la part de tous les candidats à l'élection présidentielle, il y a un message fort que nous souhaitons que le Congo lance au niveau international. Le fait qu'il y ait un candidat, l'ensemble de candidats à la République du Congo venaient à dire que nous engageons d'inscrire l'outil technologique comme une priorité au cœur de l'État, c'est un message, c'est un appel de pied qu'on envoie au niveau international du choix que fait le Congo. Donc cela va intéresser les grandes entreprises internationales, les grands acteurs de l'écosystème technologique qui vont se dire probablement qu'au Congo, dans les années qui arrivent, dans le prochain quinquennat, des choses vont bouger. Dans un second temps, derrière ce concept où on appelle l'ensemble des citoyens à pouvoir soutenir cette démarche, nous proposons aussi un projet très ambitieux. Je pense même que dans l'histoire du Congo, un tel projet n'a jamais été initié. C'est un projet qui est à ce jour tenu confidentiel, mais que nous souhaitons présenter aux candidats qui voudront nous recevoir. Je trouverais normal de leur présenter la dimension de ce projet. Alors, on serait tenté de dire que la technologie au Congo, on en parle tous les jours avec des projets importants, par exemple comme celui de l'épine dorsale en fibre optique qui traverse pratiquement tout le pays aujourd'hui. Qu'est-ce que ce pacte apporte de nouveau pour qu'on arrive à en saisir l'intérêt? Alors, aujourd'hui, je pense que depuis pas mal d'années, au Congo, on a entrepris un grand nombre de travaux sur les questions de l'écosystème technologique en général. C'est un ensemble de démarches qu'il faut saluer positivement. Parce que ceux qui y travaillent en y donnant de leur temps, de leur énergie, aussi de leur intelligence.
Ce que le pacte propose, le projet que le pacte propose, que nous avons appelé l'outil socle, c'est un outil qui va être déterminant pour la gestion même de l'État. Il va fournir un certain nombre de systèmes qui vont permettre au Congo de pouvoir planifier un certain nombre de concepts, que ce soit dans le domaine de la médecine, pour ne parler que de ça, dans le domaine de l'éducation ou dans le domaine de l'emploi. Aujourd'hui, dans le monde, l'indice de développement humain repose sur 3 critères. Il y a la santé, il y a l'éducation et il y a l'emploi. C'est les 3 critères sur lesquels on mesure l'indice de développement humain. Et sur ces 3 éléments en particulier, au travers du projet que l'on propose, on propose un projet clé en main. Je ne sais pas si lors de cette tribune, j'aurai vraiment la possibilité d'aller en profondeur, en détail sur ce projet, mais j'en donnerai un aperçu pour que l'on puisse percevoir la profondeur du projet donc, que je considère très ambitieux. Le mot est choisi exprès d'ailleurs, pour que les gens se posent la question en disant quelle est l'insolence de dire que c'est un des projets qui n'a jamais été initié au Congo, dans l'histoire même du Congo, pour la gestion de l'État, et ce, quel que soit le secteur. Le mot a été choisi exprès, justement. Sur ce plateau, Roland Crisbel, président de la Fondation Delia. Avec lui, eh bien, nous sommes en train d'évoquer le pacte technologique. C'est un projet qu'il vient soumettre à l'ensemble des candidats, finalement, qui se présentent pour l'élection présidentielle du 20 mars. Et l'objectif pour Roland Crisbel, vous l'avez compris, c'est emmener l'ensemble des candidats à signer ces pactes pour que désormais l'outil technologique soit mis au cœur de la gestion même de l'État. Mais ce que nous voudrions comprendre ici, comment ce projet va se déployer. Aujourd'hui au Congo, on n'est par exemple pas capable de savoir le nombre de personnes qui sont mortes d'un type de maladie. Je ne pense pas qu'on soit capable aujourd'hui de dire que nous avons eu sur les 3 derniers mois... On est dans le domaine de la santé. Oui, enfin, non, même pas encore. Là, j'évoque juste un sujet de façon vague comme ça. Je ne pense pas qu'on soit capable aujourd'hui à Brazzaville, au Congo en particulier, de dire que sur les 3 derniers mois, nous avons eu 500 morts dont la cause a été le paludisme. Avec certitude. Je ne pense pas qu'on soit capable aujourd'hui de prévoir avec certitude que nous allons avoir 60 000 départs à la retraite et de dire de façon fiable que nous allons avoir 60 000 jeunes sortis de l'ensemble des établissements du Congo en mesure de les remplacer. L'outil que l'on propose va donner à l'ensemble des décideurs politiques les moyens statistiques, les moyens les plus intelligents qui soient pour planifier des politiques ministérielles. Je prends un exemple dans le domaine de la santé. Nous prévoyons doter l'État, au travers du projet que je propose, d'un système de santé de l'État congolais. Au sein de ce système de santé, chaque individu connu au Congo est automatiquement enregistré au sein de ce système de santé. Que vous soyez une pharmacie au Congo, vous êtes dans l'obligation d'être référencé dans ce système. Vous soyez un centre d'analyse sanguine, vous êtes dans l'obligation d'être référencé au sein de ce système. Vous êtes un hôpital, vous avez l'obligation d'être référencé dans ce système. En général, aujourd'hui, lorsqu'on se déplace vers un médecin, la démarche elle est simple. Le médecin est en face de lui, en général, un patient, il a 2 options. La première, c'est de dire « je t'oriente vers un centre d'analyse pour des analyses un peu plus poussées ». La seconde solution qu'il opte, c'est de dire « je t'envoie, je te fais une prescription médicale, tu t'orientes vers la pharmacie ». Donc, lorsque un patient se rend, par exemple, au niveau du médecin, le médecin étant connu dans le système de santé, il a l'obligation de se connecter via un code institutionnel qui lui sera mis à disposition, donc donné par l'État, qui lui permet donc de référencer l'ensemble des actes qu'il va pratiquer sur le patient. Donc le système de santé sait exactement ce qui a été pratiqué sur ce patient et la prescription qui lui a été adressée, soit d'aller vers le centre d'analyse ou d'aller vers la pharmacie. Lorsque le patient se rend vers la pharmacie ou vers le centre d'analyse, il n'a pas besoin d'une ordonnance papier. Donc c'est pour dire que le système est déjà aussi écologique. Donc vous êtes en train de nous dire que ce système est capable de gérer tout ça. Techniquement, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué à faire aujourd'hui. C'est pas ça qu'il y a de plus compliqué à faire. C'est des choses qui sont relativement simples à faire techniquement. C'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Mais ce que je veux montrer ici, c'est surtout la dimension de se dire qu'on ne peut pas être au Congo une entité de santé si on n'est pas connu du système de santé de l'État congolais. Ce n'est pas possible. Lorsque
au laboratoire d'analyse, le patient arrive, il n'a pas forcément besoin d'une ordonnance papier, il a simplement besoin de pouvoir émettre éventuellement un code pour que l'on retrouve la prescription de ces analyses. Le laboratoire d'analyse réalise en ce moment-là les analyses sanguines qui, tout de suite, de façon automatique, les renvoie vers le médecin et fait une notification par message ou par d'autres moyens mobiles au niveau du patient. Ça veut dire que, à titre d'exemple, nous avons eu souvent à Brazzaville des cas de morts par glycosé parce que justement le médecin qui a prescrit cette perfusion n'avait pas l'information, n'avait pas au préalable la fiche du patient. Ça peut résoudre ces genres de situations. Le système que nous proposons sera un outil d'aide, c'est-à-dire que chaque fois qu'un médecin ou au niveau de l'hôpital, on veut pouvoir accéder à la fiche de soins d'un patient, on a accès à un certain nombre de pathologies, y compris ses antécédents. Ce qui veut dire que le médecin prend la bonne décision au bon moment parce qu'il a la bonne information. Autant à l'époque nous disions l'argent est le nerf de la guerre, autant aujourd'hui au XXIe siècle, l'information est le nerf de la guerre. C'est celui qui a la bonne information qui prend la meilleure décision au bon moment. Et lorsque je dis aujourd'hui, je parle de ce système pour poursuivre, donc, lorsque le laboratoire d'analyse venait à finir les examens et que le médecin a la réponse, en fonction de ça, il prescrit une ordonnance médicale sans forcément générer encore une ordonnance parce que tout ça se passe au sein du même système. C'est le même système, le patient est connu, le centre d'analyse est connu, le médecin est connu, la pharmacie est connue. Lorsque la pharmacie délivre un produit, on est capable, le système est capable de tracer le nombre de produits qui ont été donnés à un patient. On est capable d'ailleurs, en faisant le croisement des données, de dire qu'il y a eu 100 prescriptions sur les pathologies du type VIH. Le laboratoire d'analyse est en mesure de confirmer sur les 100 prescriptions que j'ai reçues, il y en a 50 ou 40 qui se sont révélés positifs ou négatifs. La pharmacie est en mesure de confirmer qu'en termes d'ordonnances que nous avons reçues, nous avons délivré tant de médicaments à tant de patients. L'ensemble de ces informations dans le domaine du système de santé permet au ministère d'avoir un certain nombre d'informations pour faire ce qu'on appelle planifier des politiques ministérielles fiables en matière de santé. On est capable, on a des projections parce qu'on a des données claires et nettes. On est capable l'outil sera capable de lever des alertes en disant il y a un problème sur les 3 derniers mois, le pic des gens qui ont été chez le médecin, palu, confirmé, médecin, traitement suivi, a augmenté, dépasse les 10 000 personnes au niveau du Congo. Le système lève des alertes et l'autorité politique en charge du système de santé au niveau du Congo prend une décision claire et nette qui va dans le sens positif et non pas prendre une décision à vue. Donc ça, c'est par exemple un exemple de ce que pourra apporter l'outil. Alors, c'est une profonde réflexion qui a été menée à la base pour mettre en place un tel projet. Oui. Peut-on savoir, avant bien sûr de poursuivre sur le pacte en lui-même, les cerveaux qui ont réfléchi autour de cette question, sur quelle base avez-vous pensé qu'il fallait absolument aujourd'hui aborder cette question avec la formule que vous la présentez, un pacte technologique? Est-ce qu'on ne peut pas venir simplement démontrer suffisamment aux Congolais l'intérêt d'agir dans le sens de donner de la place à l'outil technologique? Fallait-il vraiment que ça soit forcément un pacte? Pourquoi forcément un pacte? La question, elle est très profonde. Elle me tient particulièrement à cœur. Il y a un degré d'engagement politique. Le degré d'engagement, pas de ma part, mais du projet que je propose, est forcément politique. Et d'ailleurs, je suis convaincu que si jamais un des candidats, parmi ceux qui auront la confiance des Congolais, venait à engager ce projet, il nous faudra un vrai courage politique. Là, j'ai donné un aperçu qui représente peut-être 0,5% de l'étendue de ce projet, parce qu'il va avoir un impact majeur dans tous les domaines de la vie au Congo, dans tous les secteurs. Alors, vous parlez de tous les domaines de la vie. Moi, je voudrais savoir, au Congo, c'est une question qui revient assez souvent, c'est le chômage des jeunes. Est-ce que derrière ce projet, derrière le développement de ce projet, on peut avoir de l'impact, par exemple, sur l'emploi? Ce projet va être aussi un outil d'aide pour résoudre les problèmes de chômage. Je m'explique pourquoi. Comment?
Je vous ai parlé du système de santé de l'État congolais. Autour de ce projet, nous parlons du système éducatif de l'État congolais. Nous parlons du système de l'emploi de l'État congolais. Aujourd'hui, nous avons des jeunes qui vont dans différentes filières à l'école, qui se retrouvent sur le marché du travail. Le problème, c'est qu'on ne peut pas tous les absorber, parce que l'État ne peut pas les absorber, excusez-moi le mot, simplement parce qu'il y a le privé, il y a le public. Aujourd'hui, nous avons des entreprises privées qui, à la limite, absorbent peut-être 30% des jeunes diplômés. 70% des jeunes se retrouvent à dire « nous avons déposé un CV à tel endroit, j'attends qu'on m'appelle ». Parce qu'on n'est pas capable de les absorber par le marché public. Donc cet outil permettra un suivi individuel, complet, d'un élève qui démarre sa scolarité, parce qu'il est connu du système éducatif de l'État congolais. Il démarre sa scolarité est suivie jusqu'à son diplôme. L'État dispose du système de l'emploi. Il connaît le besoin du marché. Donc l'outil permettra de mettre en évidence le besoin du marché et donc d'anticiper pour dire ces filières, nous avons sur le marché de l'État congolais 100 000 jeunes qui sont diplômés en philosophie. On ne peut pas tous les intégrer parce qu'il n'y a pas d'emploi. Donc ce système permettra en amont des actions politiques en disant nous devons réduire les filières, par exemple, nous devons réduire les effectifs sur telle filière parce que sur le monde du marché, on ne peut pas tous les récupérer. Et donc avoir des politiques intelligentes. Donc c'est un outil d'aide à la décision, mais ne pas faire des politiques à vue parce que nous aurions en place un outil intelligent capable de nous dire nous avons tant de personnes. Lorsque vous avez été suivi dans le système éducatif congolais, quand vous basculez dans le monde du travail, c'est simplement votre statut qui change, d'élève au travailleur. Et là, le système congolais vous connaît. On sait que vous êtes diplômé dans tel domaine, vous cherchez du travail, si vous êtes embauché, tous ceux qui travaillent au Congo, qui ont un emploi dans le public comme dans le privé, sont connus du système de l'État congolais. Donc on est capable d'anticiper comme ça des situations où on n'a pas besoin de se retrouver sur le marché de l'État congolais avec un 1000 jeunes qui chôment. J'ai envie de dire, ce système peut nous aider finalement à avoir les hommes qu'il faut, aux places qu'il faut, sinon l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Tout à fait, puisque l'objectif sera aussi de définir les besoins. Aujourd'hui, le système est évolutif, il est très extensible. Le système que nous proposons, c'est un projet clé en main que j'espère en avoir l'opportunité de présenter aux différents candidats. C'est d'ailleurs l'objet de notre démarche. Nous montrons simplement que ce système va être très utile pour les décideurs politiques, dans la mesure où on ne pourra pas... On peut même dire indispensable lorsqu'on en comprend l'intérêt. Indispensable, on n'a pas le choix. Ce n'est même pas une question de choix, ce n'est pas une question d'option, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix aujourd'hui au XXIe siècle. Je vous prends un cas d'exemple sur la France. En France, on a des outils statistiques qui disent régulièrement, ça s'appelle Pôle emploi, que sur les 3 derniers mois, le taux de chômeurs qui se sont inscrits à Pôle emploi a augmenté de 5%. Rien que ce type d'information, les politiques réagissent très très vite. Très très vite. Ils réagissent sur la base de ces informations. Parce que simplement, l'outil ressort les données en disant sur tout le mois d'août, sur tout le mois de septembre, nous avons constaté qu'il y a eu plus de 15 000 personnes. Donc quand vous êtes chômeur dans le système de l'État congolais, vous avez l'obligation d'être inscrit, connu comme chômeur dans ce système. Et donc l'État réfléchit en disant nous avons tant de chômeurs inscrits, répertoriés par différentes catégories de compétences, ainsi de suite. Et l'État dispose des moyens intelligents, fiables, de dire nous devons mener des politiques dans tel domaine, pour pouvoir absorber ces chômeurs. Merci beaucoup Roland Crisbel. Je pense qu'à ce stade, nous allons nous permettre de faire un premier tour de table avec nos invités de marque. Je rappelle que nous avons dans cette salle les représentants de quelques candidats. Nous n'avons pas pu les réunir tous, mais néanmoins, pour ceux qui sont là, représentant le candidat Denis Sassou Nguesso, le candidat Kinyumbi Kiambungu et la candidate Munari, eh bien, nous allons leur passer le micro tour à tour pour avoir une première réaction à ce stade et ensuite nous allons poursuivre nos échanges avec Roland Crisbel. Bonjour tout le monde. Bonjour. Notre présence ici démontre l'intérêt du candidat Denis Sassou Nguesso sur les questions du numérique, d'autant que dans son projet de société, la marche vers le développement, il a consacré tout un chapitre sur les questions d'économie numérique. C'est-à-dire que là, on parle plus de technologie,
on va dans l'ensemble, on voit le grand en parlant de l'économie numérique, comment cela peut influencer les choses. Je vais rebondir sur ce qui a été dit, mais pour cela, il faut que je présente un peu quelle est la vision du candidat président pour comprendre où est-ce que nous voulons en venir. Sans vous arrêter, nous aurons peut-être le temps d'évoquer la vision du candidat président. Nous souhaiterons avoir votre réaction sur ce qui a été évoqué à ce stade sur ce plateau. Pourquoi je parle de cela. Nous étions dans le cadre de la Nouvelle Espérance en 2008, quand le gouvernement s'est doté d'un programme qu'on appelle le Programme national de développement des technologies de l'information et de la communication, le PND-TIC. Dans ce programme, on revenait sur deux aspects. Le premier aspect concernait l'infrastructure. Le deuxième aspect concernait l'e-government. Et dans le cadre du chemin d'avenir, on a ajouté un aspect qui concernait les services. Pourquoi je parle de ces trois choses? Dans le cadre de la marche vers le développement, il a été démontré à travers l'expérience sur le PND-TIC qu'on avait besoin de trois choses pour faire évoluer les choses. Premièrement, on avait besoin d'infrastructure, c'est-à-dire que comment les gens vont avoir accès à la technologie. Alors, quand on a l'infrastructure, on a besoin du cadre réglementaire. Quelles sont les lois qui vont encadrer cela? Et enfin, on a besoin des services. Monsieur Crispel, dans le parc technologique, est un bon projet que je soutiens personnellement, et si nous sommes ici, c'est parce que nous pensons que c'est une bonne idée, est dans le secteur de services. Mais le service, c'est le dernier maillon. Parce que pour avoir accès à un service, il faut avoir accès à l'infrastructure. L'infrastructure, nous avons la chance d'avoir la fibre optique, qui est, notons-le aussi, le boulevard. Le résultat d'un programme initié par le président de la République dans le cadre de la Nouvelle Espérance qui a été confirmé dans le chemin d'avenir. Et donc nous espérons qu'il va encore aller plus loin dans le cadre de la marche pour le développement. Revenons sur le pacte. Que j'aimerais poser à M. Crispel, c'est bien beau quand on parle des services. Les services, dont on a dit, vous avez parlé de e-santé, vous avez parlé de gestion de l'emploi et tout. Mais concrètement, quels sont les débouchés de ces services, dans la mesure où, sachant que si on n'a pas d'infrastructure, on n'aura pas ces services. Est-ce que vous avez pris en compte les aspects infrastructure dans ce projet? Parce que c'est un peu comme si vous avez une voiture, vous avez acheté une voiture, vous ne savez pas conduire, vous n'avez pas de chauffeur. La voiture va traîner sur le parking. Comment est-ce qu'on conduit cette voiture? Merci Véron. On passe le micro au prochain, mais on garde l'interactivité. On va permettre à Chris Bell de réagir après cette première intervention. Alors, merci Véron, puisque voilà, c'est aussi un ami pour moi qui est là. Disons que le projet que je propose, mon équipe et moi, au niveau de la Fondation, c'est un projet qui prend en compte les aspects d'infrastructure. Puisque je tiens quand même à le rappeler ici que je ne suis pas un amateur du domaine, je suis un expert du domaine. Je suis certifié sur la première plateforme utilisée au monde pour les applications d'entreprise. C'est un sujet que je connais relativement, que je maîtrise relativement bien. Depuis quelques années, j'ai suivi justement le projet du président candidat actuellement sur la mise en place de l'infrastructure de la fibre optique. Et c'est justement en s'appuyant sur ce projet que nous avons pensé que la prochaine étape sera justement de mettre l'intelligence à faire circuler sur ces outils. Donc l'infrastructure, oui. Nous, on ne l'a pas prévu dans le cadre du projet que je propose parce que je sais que c'est déjà un fait. La fibre optique est déjà une réalité au Congo. Elle n'est pas encore déployée de façon intense et massive, mais c'est déjà une réalité au Congo. Il y a certains ministères qui ont déjà cette fibre optique. Donc nous, on est venu pour rajouter ce qu'il faut. Le cadre juridique se met en place, sachant que je vais peut-être le dire ici. J'ai eu accès aux documents du gouvernement de l'État congolais sur la politique des nouvelles technologies entre 2009 et 2015. J'ai eu accès à ce document depuis 2010. Le projet que je propose a pris en compte ces éléments. Parce que c'est un document qui fait 24 pages, il y en a 2 sur le e-gouvernement et l'administration publique de l'État. J'ai eu accès à ces documents depuis 2010. Donc ça fait plus de 5 ans que j'ai creusé ce document. Je l'ai creusé, épluché et j'ai rajouté en plus. Donc j'ai pris l'existant et à l'existant, j'ai rajouté ce que j'estimais qu'il n'était pas là, parce que ça fait quand même 5 ans que je connais l'écosystème, que je côtoie l'écosystème. Mais pour répondre de façon manière directe à la question, oui, j'ai pris en compte les questions d'infrastructure qui sont déjà en cours, sur lesquelles nous, on vient apporter effectivement
rajouter le projet sur le pacte technologique. Merci. On va prendre c'est le premier tour de table. On va prendre cette fois-ci et donc le représentant du MUST, de la candidate Munari, Monsieur Matoala Oriano. Vous avez la parole. Merci pour la parole. Je lis ici pacte technologique. Bon, j'avoue que c'est toujours un peu flou dans ma tête parce que je n'arrive pas toujours à me situer. La seule question que je voudrais poser à Monsieur le Président, c'est que c'est un projet. On parle en termes de projet, n'est-ce pas? Alors j'aimerais comprendre quel est l'apport de ce projet. Que va-t-il nous apporter de nouveau dans le système de notre pays? Parce que tout à l'heure, lorsque je vous ai suivi, vous avez parlé du chômage et de l'emploi, c'est vrai, c'est un problème réel. Notre problème, il y a le problème de la santé et l'éducation. Ce pacte-là nous apportera quoi de nouveau? Parce que déjà, lorsque vous nous proposez de faire le suivi des chômeurs, donc des jeunes chômeurs au niveau du pays, supprimer certaines filières parce que les entreprises sont incapables d'accueillir tout le monde, alors là, je pense, pour moi, je me dis que c'est favoriser le chômage parce que vous savez très bien que les conditions d'accès à l'université Mariam Gouabi sont assez difficiles et certains font des formations pas parce qu'ils veulent faire cette formation, mais parce qu'ils sont obligés de faire cette formation. Alors j'aimerais bien comprendre l'avantage, sinon le bien fondé de ce projet en matière d'éducation au pays et tout le système qui est bloqué en ce moment. Merci pour votre intervention, interactivité. Monsieur Oriano, ce que j'ai envie de dire aujourd'hui, enfin je peux répondre à la question, je vous donne un exemple sur le Japon. Au Japon, le Japon c'est un pays qui est assis sur des plaques tectoniques, ce qui fait qu'il est souvent sujet à des tremblements de terre. Le pays a développé des systèmes très intelligents, les plus avancés au monde d'ailleurs qu'ils soient, pour surveiller tout ce qui est tremblement de terre. Ces outils sont implantés la plupart du temps dans la mer, dans l'océan, très loin. Ces outils donnent de l'information. Quand il y a un séisme qui se prévoit, au regard des informations qu'ils ont, ça permet aux décideurs de prendre la meilleure décision en disant « Nous avons un certain nombre d'alertes qui nous sont remontées par leur système de surveillance en code sur les séismes et ça épargne des vies. » L'information est revenue, vient des systèmes, ça permet aux décideurs de prendre les bonnes décisions et d'épargner de vies. Aujourd'hui, qu'est-ce que je veux dire? Prenons un exemple que nous avons des filières sur la philosophie au Congo. Un exemple simplement que j'avais donné. Nous avons 1000 diplômés en philosophie, un master en philosophie, rajoutez ce que vous souhaitez. Ces 1000 diplômés en philosophie se retrouvent sur le marché de l'emploi. Mais aucune entreprise ne veut de ces diplômés-là parce qu'ils ne répondent pas à un besoin donné. Ils ne répondent pas à un besoin particulier. Ils se retrouvent sur le chômage et donc, par conséquent, obligés de devenir une charge pour l'État. Parce qu'on ne peut pas les gérer. Ils sont diplômés sur ce domaine-là. L'État ne peut pas les orienter. L'outil que je propose, c'est un outil d'orientation à la fois. Pourquoi? Parce que l'État a une parfaite connaissance du marché de l'emploi de l'État congolais. Il est normal dans un pays qu'un État, aussi bon soit-il, d'avoir une parfaite connaissance du marché de l'emploi. On sait parfaitement que nous avons besoin de tant de nombre d'ingénieurs sur les filières que voici, parce que l'État lance des gros projets. Donc, à partir du besoin de l'État, on est capable d'anticiper 5 ans en amont, de dire nous avons besoin de telle filière. Éventuellement, de tant d'effectifs. Sur les 5 prochaines années, nous aurons répondu à notre besoin. Dans l'objectif est clair. Mais ces données, pour les avoir, c'est de l'information. Je reviens à ce que je disais tout à l'heure. Avant, on disait l'argent, c'est le nerf de la guerre. Aujourd'hui, c'est l'information. Quand on a la bonne information, le décideur prend la bonne décision. Parce que ceux qui nous dirigent, c'est les décideurs politiques. Et ils vont prendre des décisions sur la base d'informations fiables. Ils vont mettre en place des politiques ministérielles intelligentes qui reposent sur des données réelles et vraies. Et ça va avoir de l'impact dans la conduite même de l'État. Convaincu? Bien, merci. Troisième intervenant, troisième invité donc de marque. Vous représentez, vous, le candidat Kenyumi Kiambungu. Tout à fait, oui. Allez-y, vous avez le micro. Oui, je voulais juste faire un petit commentaire par rapport à l'exposé qui nous a été donné tout à l'heure. Je pense que le pacte qui nous est proposé... Micro. Oui. Le pacte qui nous est proposé répond à un besoin qui est réel en fait. Aujourd'hui, nous sommes dans l'ère des nouvelles technologies. Et
Effectivement, le Congo, par rapport à ça, est très loin derrière les autres parce qu'aujourd'hui, c'est le centre même, justement, du développement aujourd'hui. Et même pour permettre aux jeunes, justement, d'avancer, de pouvoir créer par eux-mêmes des emplois. Parce que c'est qu'il dit, effectivement, pour que l'État aide les jeunes à créer l'emploi, mais beaucoup plus. Aujourd'hui, vous voyez bien un peu l'exemple américain aujourd'hui, avec aujourd'hui le monsieur qui a créé Facebook. Mais c'est parce que cette évolution des technologies qui l'a permis de lancer une idée, justement, qui aujourd'hui marche et qui marche aujourd'hui avec tout le monde aussi. Et je pense que justement ce pacte est très important pour ce pays et je puis vous garantir que vous trouverez justement un écho favorable au candidat Joseph Kinumbe Kambongo par rapport à ce pacte que vous nous proposez. Parce que lui-même, justement, dans son projet, il y a un projet sur une cité justement de l'innovation et du numérique. Ce qui veut dire effectivement, nous traitons de cette question-là. Et justement, je vous ai suivi. Maintenant, ma question justement par rapport à ce que vous dites, moi je me pose la question de savoir quel est le rôle que vous, votre organisation, entendez jouer justement demain pour l'exécution de ce projet. C'est un rôle de conseil ou vous voulez justement, vous attendez peut-être demain à diriger une institution justement qui va mettre en place le pacte que vous proposez? Alors, merci beaucoup pour cette intervention. C'est le premier tour de table. Chris Bell. Ça devient intéressant. Oui, non, j'aime la question. Parce qu'effectivement, la question m'est souvent posée de savoir, d'autres s'imaginent que je pose la question parce que je suis intéressé par quelque chose. Non, rassurez-vous, je vous parle en toute honnêteté, en toute franchise. Tous ceux qui ont eu l'occasion de bosser avec moi sur le plan professionnel, ou que vous iriez, tous ceux qui me connaissent vous diront, je suis quelqu'un de très honnête sur le plan professionnel. Je suis très honnête là-dessus. Je ne suis pas intéressé par la recherche d'un poste à responsabilité pour diriger cette institution. Si je propose ce projet, c'est un projet que je mets entre les mains du chef de l'État, qui aura la confiance des Congolais. Lui seul, ça devient un projet d'État. Ça devient un projet d'État. Ce n'est plus mon projet. Et d'ailleurs, si je propose un pacte technologique, c'est pour que j'en fasse un projet d'État. Ça vous concerne, ça me concerne, ça concerne tous les Congolais. Le président a la responsabilité seule de mettre à la tête qu'il veut. Bien entendu, probablement, à coup sûr, je le pense, étant le cerveau du projet, probablement que mon rôle sera de conseil. Mais je ne suis pas un homme qu'on cantonne dans un bureau à direction parce que ça ne marche pas chez moi. Voilà, je suis chef d'entreprise, en dehors de ce que je suis président de la fondation. J'ai une entreprise qui aujourd'hui est présente en France, en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso de façon officielle et juridique. Donc j'ai d'autres responsabilités en dehors de ce projet-là. Donc ce projet, c'est pour mener la question la plus cruciale, je pense, qui est au cœur du développement de l'État congolais, sur la table, et qu'ensemble, Congolais, décideurs politiques, qu'on en fasse une question de survie, c'est une question profonde. Et si on a fait le choix d'ailleurs de demander à tous les états-majors d'être là, c'est pour montrer le caractère fédérateur de ce projet, pas seulement de ce projet, mais de la question surtout technologique. Parce que moi, mon projet, le projet que je propose, je n'oblige aucun candidat à l'implémenter. Absolument pas. Les candidats sont libres de mettre en œuvre leur propre projet. Mais je me permets d'expliquer le mien, de leur montrer la pertinence du projet que nous avons initié derrière le pacte. Merci beaucoup. Je voudrais préciser que celui qui est avec nous sur ce plateau s'appelle Roland Chris Bell. Il est à la tête de la fondation Odélia. Et cette fondation est donc en ce moment en train de faire ce que moi j'appelle la promotion du pacte technologique pendant que les candidats battent campagne pour être élus président de la République. Lui, il vend ce projet pour que celui qui va bénéficier justement de la confiance des Congolais ne gère plus l'État sans réserver la place de la technologie, sans mettre la technologie au cœur même de cette gestion. J'ai eu le temps, moi, de parcourir ce projet. Je voudrais quand même que Chris Bell nous parle un tout petit peu de la partie Data Open. Alors, le projet que nous proposons... Parce que c'est en rapport avec ce que les développements de l'emploi et ainsi de suite. Le projet que nous proposons, c'est un projet clé en main que nous proposons. Donc tout à l'heure, j'ai expliqué la mise en place d'un système de santé vaguement, sans aller dans les détails, sans être très précis, dans le cadre de cette tribune. Imaginez par exemple que, comme je vous ai dit, l'ensemble des médecins du Congo sont référencés dans le système. L'ensemble
des laboratoires d'analyse sont référencés dans le système. L'ensemble des hôpitaux de l'État congolais sont référencés dans le système. Aujourd'hui, comme l'a évoqué un collègue parmi vous là, qui parlait de Facebook. Facebook a dépassé aujourd'hui les 1 milliard d'abonnés. Facebook dispose des gros serveurs, une infrastructure qui est gérée par le cloud. Il gère plus de 1 milliard d'abonnés. Les photos, tout ce que vous souhaitez. Au Congo, on est moins de 6 millions, moins de 5 millions. Ce que je propose au travers de ce système, c'est que, imaginez que nous avons plusieurs systèmes de l'emploi, de la santé, de l'éducation. Imaginez tous les systèmes. Donc, toutes ces données, pour des raisons de souveraineté, ne peuvent pas être gérées à l'extérieur du Congo. Ils ne peuvent pas être stockés dans des bases à l'extérieur. Nous avons donc besoin de revenir à la mise en place, pour aller dans le sens de ce qu'a dit Véron tout à l'heure, à la mise en place d'une infrastructure que j'ai appelée le cloud congolais. Ce projet permettra, par exemple, de stocker l'ensemble des informations qui concernent les médecins, les hôpitaux, toutes les données de l'État. Mais il y a des données dont qui ne sont pas sensibles. L'ensemble des médecins au Congo, ce n'est pas une donnée sensible. L'ensemble des pharmacies, des mairies, des hôpitaux, des écoles, ce n'est pas des données sensibles. Donc, je propose, au travers du pacte technologique, un projet que j'appelle Open Data, c'est-à-dire l'ouverture des données. Parce que l'État aura déjà à sa disposition toutes ces données. Donc, elle ouvre celles qui ne sont pas sensibles. Ce qui permettra, aujourd'hui, il y a beaucoup d'initiatives à travers le pays qui sont menées pour former des développeurs. Moi, sur mon téléphone, j'ai une application qui me permet, quel que soit l'endroit où je suis en France en particulier, au travers de cette application, quelle que soit la ville, je mets le nom de la ville, je mets la spécialité du médecin que je veux, cancérologue, pneumologue, il me sort l'ensemble des médecins qui se trouvent dans cette ville, leur numéro de téléphone, leur adresse. Je suis nouveau dans la ville, je ne me sens pas bien, je souffre d'une pathologie quelconque, il me faut un neurologue, je suis en mesure de pouvoir chercher donc, le neurologue de ma ville. Donc l'outil que je propose, l'outil socle que je propose, au travers du projet Open Data, ce sont des données qui vont s'ouvrir. Donc ça permettra à un jeune développeur qui est à Brazzaville, qui va développer une application où il est capable de répertorier l'ensemble des médecins. Donc rien que le projet Open Data génère une activité économique majeure. Donc il y aura des jeunes qui vont développer des applications qui répertorient l'ensemble des mairies du Congo. Il y aura un jeune développeur qui va développer une application qui répertorie peut-être l'ensemble des restaurants du Congo. Parce qu'on a dans le système, lié au commerce de l'État congolais, tous les restaurants, tous ceux qui commercent, les hôtels, sont tous connus de l'État congolais, tous sans exception. Donc c'est des données qui ne sont pas sensibles, qui sont dans le système. Il va falloir générer de l'argent autour de ça. Il va falloir générer une activité économique autour de ces données. On ne va pas les garder dans des bases de données pour ne rien faire avec. On les ouvre au travers d'un projet appelé Open Data. Le Congo ne sera pas le premier à le faire, toutes les grandes nations le font. Parce qu'il est compliqué pour un jeune développeur de développer une application qui permet de répertorier l'ensemble des médecins, des laboratoires d'analyse, des pharmacies. Imaginez que vous êtes à Brazzaville, vous cherchez une pharmacie de garde. Ça m'est déjà arrivé, de chercher une pharmacie de garde à une heure tardive, de ne pas en trouver. J'ai ouvert mon téléphone et j'ai réalisé que j'étais au Congo. Ici, pas de pharmacie de garde répertoriée dans mon application, je ne pouvais pas le faire. Donc le projet Open Data sera un projet qui va générer une forte activité économique et qui va favoriser à ce que ceux qui ont de la compétence, qui ne sont pas obligés d'être embauchés par l'État, de développer leur propre business en s'appuyant sur les données de l'État qui sont ouvertes. Donc c'est ce que j'ai appelé le projet Open Data au travers. C'est un des projets que je propose dans le pacte technologique. C'est un ensemble de projets, ça fait 7 projets, mais impliqués au sein d'un seul projet. On va quand même se permettre un deuxième tour de table tout à l'heure. J'ai vu la main des Véron demander les micros, c'est bien, ça prouve que vous accordez beaucoup d'intérêt à ce qui est évoqué ici. Mais avant cela, on va parler de la fondation en quelques lignes très rapidement. Ensuite, on va revenir pour le deuxième tour de table. La fondation est basée en France. Elle est en train de se mettre en place à Brazzaville. La fondation est basée en France. Nous sommes en pleine procédure pour une existence juridique ici au Congo, ce qui ne devrait pas tarder dans les semaines ou dans les semaines qui arrivent. Tout dépendra de la rapidité de l'administration. Ça veut dire que vous êtes dans la logique, c'est d'ailleurs une très bonne chose, de Congolais, de la diaspora, qui ont compris qu'il fallait mettre la compétence à la disposition de l'État. Une logique de la diaspora, mettre la compétence
Il est souvent dit, pour vous dire un peu plus simple, hein, que les Congolais qui vont se former à l'extérieur restent travailler pour ces autres pays, alors que le Congo a besoin de compétences. Mais vous mettez votre compétence à la disposition du pays. Non, moi, je ne mets pas ma compétence à la disposition du pays. Moi, je me dois à ce pays, on va dire la chose comme ça. Je me dois à ce pays. J'ai fait mon bac ici au Congo. J'ai fait un bac scientifique et j'ai obtenu une bourse d'études pour aller à l'étranger. Lycée technique? Non, j'étais au lycée Savagnin de Brazza. J'ai fait un bac C que j'ai eu avec mention. Et le problème qui s'est posé juste après... Vos collègues de classe se retrouveront, hein. Oui, Juste en passant. Oui, j'en retrouve beaucoup. Je rencontre encore plusieurs ici, pour ceux qui sont encore au Congo, à Brazzaville en particulier. Le problème qui s'est posé, c'est que je n'avais pas d'argent pour payer mon billet pour aller à l'étranger. Parce que mon père, il gagnait 117 500. Et le billet que je devais acheter à l'époque pour aller à l'étranger coûtait 752 600. Et donc, étant mathématicien, j'avais fait le calcul assez rapide. Je m'étais aperçu qu'il fallait 7 à 8 mois du salaire de mon père pour acheter le billet. Donc, ça m'a rapidement découragé. Donc, je me suis dit que je n'aurais pas l'opportunité d'aller à l'étranger. J'ai fait une démarche au niveau du Trésor public, du ministère des Finances à l'époque, dans un désespoir absolu de me dire, bon, je vais quand même aller les voir, leur dire qu'il me manque de l'argent pour payer mon billet. J'ai fait la demande au mois de juillet, c'était en juillet 97, je crois, ou juillet 97. Et c'est au mois de novembre qu'en allant au Trésor public, 5 mois plus tard, que j'ai été surpris de savoir, comme me faisait savoir, qu'on a débloqué les fonds qui te permettent de payer ton billet d'aller à l'étranger. J'ai donc dû payer mon billet, j'ai été faire mes études. Finalement, tu as épargné le salaire de ton père. Oui, mon salaire de mon père a été épargné, c'est vrai, mais ça m'a permis d'aller faire mes études aujourd'hui. Donc aujourd'hui, j'ai pris conscience d'une chose, c'est que ce que je suis est un investissement de ce que l'État a fait pour moi. Quand je parle de l'État, je parle de tous ceux qui sont ici, que vous soyez à Djambala, à Ouesso, à Pointe-Noire, à Ngomomba, c'est l'État congolais. C'est tous ceux qui, pour moi, ont participé à ce que j'ai le billet qui me permette d'aller me former, d'être l'expert que je suis. Votre Donc, démarche est empreinte de je reconnaissance. me dois aujourd'hui à ma République, je me dois à mon pays. C'est une question de renvoyer l'ascenseur à ma nation. Je suis parti d'ici par une bourse d'État. Je trouve légitime d'y revenir, mais aussi par un projet d'État. Merci beaucoup, Roland Chris Bell. C'est toujours important de comprendre les hommes qui sont finalement derrière ce qui nous est proposé, un projet si important, le pacte technologique. Deuxième tour de table avec nos invités. Tout au fond, d'abord, le représentant du candidat Kinyombi Kiambougou, le représentant de la chaîne. Ma deuxième intervention se centrera autour de ce que justement ce pacte peut nous apporter en allant de façon extensive sur ce que nous justement nous souhaitons proposer par rapport à ça justement, le candidat Joseph Kinyombi Kiambougou. Allez-y. Effectivement, les nouvelles technologies justement, c'est un boom d'idées comme vous n'avez pas dit justement, qui se crée autour justement. Et il y a un domaine particulièrement très sensible pour nous, que nous avons beaucoup délaissé. Se servant de ces nouvelles technologies-là, on peut justement développer l'agriculture. Il y a des projets qui ont été menés dans d'autres cieux et qui justement marchent, qui ont fait que les jeunes justement reviennent vers justement l'agriculture. Aujourd'hui, lesquels qui font l'agriculture ici chez nous dans notre pays? Ce sont les mamans, les pauvres mamans. Mais les jeunes l'ont tous délaissé parce qu'effectivement, il n'y a aucun intérêt. Mais se servant justement de ces nouvelles technologies, justement, on peut redonner justement l'intérêt justement aux jeunes à l'agriculture. Je prends un fait simple. Réaliser par exemple un jeune à qui justement on demande, on donne les moyens d'aller investir dans le milieu rural et que en ayant travaillé dans ce milieu rural et que ce jeune, on lui donne par les nouvelles technologies la possibilité justement, parce qu'il y a par exemple des applications qui existent par exemple pouvant interagir entre l'agriculteur et celui qui veut acheter les produits agricoles. Le consommateur justement. Aujourd'hui en Occident, je crois que récemment, si vous vous rappelez, les agriculteurs s'en fondent contre le gouvernement parce qu'ils produisent des produits qui sont sous-évalués. Et aujourd'hui, avec les nouvelles technologies, vous pouvez justement casser ces barrières-là d'intervenants, d'intermédiaires justement. Un jeune agriculteur qui produit
les produits arrivés à maturité et que les nouvelles technologies, au moyen d'une application bien réfléchie, justement, lui permettent justement de trouver un consommateur justement qui lui propose un meilleur prix que pourrait lui proposer des grandes distributions. Voilà un élément, un aspect très important que pourrait justement apporter les nouvelles technologies. Merci beaucoup, M. Tika Mbungu Stevie. Oui, effectivement, c'est devenu plus clair. Je vois j'ai une vision plus claire. C'est vrai. Le projet a tout son bon sens d'être. J'ai finalement compris l'enjeu. Mais il est vrai que, effectivement, au niveau du pays, nous avons un sérieux problème. Je vais donc parler au nom de toute une jeunesse, parce que, comme nous le savons, la population congolaise, à 70%, elle est juvénile. Donc, lorsqu'on parle de la jeunesse, il ne s'agit pas seulement du jeune de Brazzaville, mais il s'agit aussi du jeune de l'intérieur. Bon, comme nous le savons, nous avons parlé d'infrastructures ici et là. Comment le jeune, au niveau, à l'intérieur du pays, pourrait-il bénéficier justement des avantages de ce projet, c'est-à-dire consulter ici et là par les moyens technologiques, mais s'il lui manque l'élément de base qui est l'électricité, au niveau de l'intérieur, comment allez-vous remédier à ce gros problème qui est l'électricité pour que le jeune au niveau de l'intérieur puisse effectivement bénéficier des avantages de ce projet? C'est une bonne question, mais bon, je ne pense pas qu'il appartient à la Fondation Odélia de résoudre des problèmes d'électricité, qu'à cela ne tienne, c'est vers lui que la question est adressée. Allez-y. J'aurais bien aimé la renvoyer à Véron pour réponse. Allez-y, J'aurais bien aimé la renvoyer à Véron. Allez-y, Chris. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas oublier qu'en parallèle du projet Pacte technologique, l'État a eu une existence. Il y a une existence qui est là, il y a un existant qui est là, on va dire, au niveau local. N'oublions pas qu'il y a des gros projets qui ont été réalisés sur tout le pays depuis 5-10 ans maintenant. Il y a quand même le barrage d'Imbulu qui est une réalité. Il n'a pas encore livré son énergie dans toute sa puissance maximale. On dira encore des choses, des critiques si vous voulez, mais moi je ne m'aligne pas sur ces aspects-là, parce que pour des raisons qui sont évidentes, de critique ou d'approbation, mais je constate, comme tout le monde, qu'il y a quand même du travail qui est fait. C'est-à-dire, il y a le barrage d'Imbulu, il y a d'autres barrages qui seront probablement mis en place, mais ça ne nous empêche pas, nous, d'anticiper la question du numérique de façon prévisionnelle à ce qui est en train d'être fait. Le projet que moi je propose, éventuellement, j'ai tenu compte du projet fibre optique. Ah, j'y compte. Parce qu'il n'y a pas de fibre optique, moi mon projet n'a pas de sens. Il n'existe pas parce qu'il ne va pas marcher. Donc, en quelque sorte, on est là aussi pour appuyer le travail qui a été initié depuis un moment au Congo quand même. On ne va pas se fermer les yeux devant certaines réalités. Mais l'électricité, c'est un problème. Il y a eu un projet qui a été lancé par... je tairai le nom du candidat pour des raisons évidentes également, sur le boulevard énergétique, qui est aussi en cours. Donc, notre objectif, le fait de poser ces projets-là, il se trouve que ces autres aspects se mettent en lumière. Donc, une fois de plus, ça oblige les décideurs politiques à faire de ce que j'appelle les éléments fondateurs d'une économie fonctionnelle. C'est de ça que je parle. Quand je dis que depuis les 15 dernières années, c'est ce que j'ai dit dans le projet, dans le document Pacte technologique, je dis que ces 15 dernières années au Congo, des routes ont été construites, des aéroports. Moi, quand la première fois que je suis revenu après mon départ, l'aéroport, ce n'était pas celui-là que j'avais trouvé. J'avais trouvé un aéroport qui était bizarre, mais je suis revenu 1 an, 2 ans après, l'aéroport avait changé. Donc, je dois reconnaître qu'il y a un travail qui a été fait. Il y a des bâtiments administratifs qui ont été construits. Donc, il y a quand même un travail qui a été fait. Et ce travail-là, moi, je l'appelle les éléments fondateurs d'une économie fonctionnelle. Ils sont nécessaires, l'électricité, la fibre optique et tout ce qui va avec. Et c'est un travail qui est en cours déjà. Qui a les 15 dernières années, ça se fait déjà, ça se fait. On va espérer, on va souhaiter, on va imposer aussi. D'ailleurs, c'est pour ça que nous, la jeunesse, on a cette responsabilité de peser lors de cette élection présidentielle sur ces questions-là pour que justement ceux qui ont la charge de nous diriger les mettent en place et pour que le tout numérique, le tout technologie se déploie. Merci beaucoup. On va passer la parole à Véron qui s'est frotté les mains tout à l'heure. Avec moi, le projet de société de mon candidat, le candidat Denis Sassou Nguesso, et en écoutant
pour questions posées par tout le monde et les problématiques de tout le monde, je me suis rendu compte que c'est un projet qui tombe à point parce que les réponses y sont. Pourquoi je le dis? On a parlé aujourd'hui, mon très cher frère de la chaîne a parlé de la question des projets comme Facebook. Mais n'oublions pas que ce qui a fait que Facebook arrive, se crée aujourd'hui, c'est qu'il y a des années en amont, l'État a investi dans l'économie numérique, dans le numérique, en sorte que l'enfant à l'école pouvait avoir accès à l'ordinateur, que le lycéen pouvait avoir accès à l'ordinateur. Et le fait est que ces enfants ont grandi avec la culture numérique, a fait en sorte que aujourd'hui, ils ont créé des entreprises qui sont en train de changer nos vies. On compte Facebook, on compte Google, ce sont les enfants de la technologie. Et via le projet La Marche vers le développement, le président candidat est revenu dessus en disant que dans chaque département, on doit construire des centres d'excellence, des TIC, pour faire en sorte que le jeune qui est à Madingu ou qui est à Muyonzi, quand il a son bac, ne soit pas obligé d'aller à Pointe-Noire ou à Brazzaville pour avoir accès au numérique, mais que le numérique le trouve là où il est. On a parlé de la question énergétique. Bien entendu, vous avez parlé du boulevard énergétique qui n'a peut-être pas encore répondu à toutes les attentes, mais n'oublions pas que le président s'est engagé dans le cadre de ce projet de construire le plus grand barrage du Congo, qui est le barrage Sonda. Et ce barrage, je pense, va régler beaucoup de problèmes d'énergie. Et à part le barrage Sonda, vous savez, dans le cadre du projet Chemin d'avenir, il était question de construire des zones économiques spéciales. Et une zone économique spéciale au nord du pays a été la consécration du projet solaire, parce qu'on a une usine de solaire qui existe aujourd'hui au nord du Congo. Vous avez laissé le pacte, hein? Non, je campagne. suis dans la réponse. Je suis dans la réponse. Non, je suis dans la réponse. Ce que je veux dire par là, c'est quoi? C'est que là où il n'y aura pas le courant de Mukukulu, ni de Imbulu ou de Sunda, il y aura des panneaux solaires. L'État est en train de construire Encore qu'il faudrait que votre candidat soit élu. Mais c'est pour on ça ne sait pas encore. C'est pour ça que... Merci. Merci, Véron. Je finis par là. C'est pour ça que nous disons que le marche vers le développement, on va le faire ensemble. Ensemble, c'est moi, c'est lui, c'est le monsieur de la chaîne, c'est le monsieur qui est en face de vous. Donc, j'appelle à voter mon candidat pour changer le Congo. Ensemble, c'est aussi avec le pacte. Le pacte est un élément, il a dit, pour avoir pensé au pacte, il fallait qu'il y ait des prérequis que le président a réalisés. Donc, pour aller plus loin vers le pacte, il faut être ensemble. Véron, merci de nous parler du pacte. Est-ce que, selon vous, votre candidat se doit, au vu de l'intérêt de ce projet, de signer ces pactes? Voilà la réponse qu'on attend. Nous sommes ici, ça prouve l'intérêt du candidat envers ce pacte. Si nous n'étions pas intéressés, on aurait fait comme nos amis d'à côté, pas ceux-là, ceux qui ne sont pas là, vous ne seraient pas venus. Vous pouvez prendre un engagement ferme. Nous sommes notre présence face à cette caméra. Je m'engage face à la caméra que le président candidat est impliqué dans les questions du numérique, et ça, c'est sa préoccupation. Le pacte, comme tous les autres projets qui sont en cours aujourd'hui, sont des projets qu'il tient à cœur, et vous allez voir que... Il va signer ce pacte. Il ne va peut-être pas signer le pacte, parce qu'un pacte, on peut le signer et le laisser tomber. Il va s'engager pour que les initiatives qui ont été proposées se réalisent dans les 5 prochaines années. On va passer donc le micro au prochain intervenant. Allez-y. Alors, merci une fois de plus. Je m'intéresse particulièrement, personnellement, je m'intéresse au projet. Et donc, par ma voix, j'irai représenter donc, les autres au niveau du parti, de la base, pour intéresser la candidate Mounari à s'approprier de ce projet. Effectivement, on nous habitue à un système assez corrompu. Et donc, je pense que ce projet a tout son sens d'être, comme je l'ai dit. Parce que ce projet amène aussi de la transparence. De la transparence, effectivement, parce qu'on nous a habitués, comme je l'ai dit, à un système assez pourri, assez corrompu. Et donc, moi, je m'engage personnellement à défendre ce projet auprès de la candidate pour qu'elle mette en exergue le bien fondé de ce parti, de ce projet, pour qu'effectivement, on évite la tricherie. Merci. 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 Je pense que, s'agissant de ce que vous nous proposez comme pacte, je voudrais dire une chose. Je pense que ça ne devrait pas être l'apanage de qui que ce soit. Yes. C'est tellement important. C'est tellement important. J'insiste que ce n'est pas l'apanage de qui que ce soit. Parce que c'est vers là où tout le monde va. C'est ça la réalité. Et je puis vous garantir que le candidat Joseph Kimelu Kimakou est dans cette vision-là, justement. Parce qu'il voit en ça le moyen, justement, de redonner aux jeunes l'espoir, justement. C'est un peu ça, ce que je voulais dire là-dessus. Ça veut dire qu'on peut se rassurer de sa signature.
Mais je vous assure une chose, qu'il est conscient justement de l'énormité de ce que nous propose comme pacte. Parce que c'est ça la réalité vers laquelle nous vivons aujourd'hui. Je ne vois pas comment le candidat Joseph Kenubego s'est dérobéré à cette initiative qui est louable justement. Chris Bell. Alors, je pense que je dirais c'est en même temps avec une profonde tristesse et que je vais peut-être dire ce que j'ai à dire. C'est qu'il faut que les gens comprennent. Le pacte que nous proposons, c'est un projet qui est au-delà des appartenances politiques. On n'en a pas besoin, on n'en a pas besoin. On est une génération de la responsabilité. Le projet que nous proposons n'a aucune couleur tribale, n'a aucune couleur ethnique. Ce que je dis, je le répète, la génération de nos pères, je l'appelle la génération du mérite. Elle a dû hériter des nations, des pays qui n'étaient pas construits et devait le construire sur le plan administratif. Lorsque le colon est parti, nos pères avaient la responsabilité de construire nos États sur le plan administratif pour le faire fonctionner. Notre génération, c'est une génération de la responsabilité. Le pire, c'est qu'elle n'aura pas d'excuses devant la génération qui arrive. Celle qui ne connaîtra que le numérique, le tout technologie. Le Congo n'est pas un pays seul dans le monde. On est inscrit dans un périmètre africain et dans un périmètre mondial. Au-delà du débat politique, il ne s'agit pas ici de dire que notre projet est le meilleur ou le vôtre est le meilleur. Il s'agit ici de dire qu'on ne peut pas parler du développement du Congo si la question technologique n'est pas au cœur du dispositif. Il faut en faire une priorité. Et nous, en tant que jeunes, nous avons cette responsabilité d'imposer ce choix à ceux qui vont avoir la charge du Congo de demain. Moi, quand je parle ici du pacte technologique, ce projet va répondre. Le numérique, c'est un secteur stratégique aujourd'hui. Lorsque je parle de la construction du système de santé de l'État congolais, du système éducatif de l'État congolais, du système agricole de l'État congolais, on n'est pas capable aujourd'hui d'évaluer combien de tonnes de manioc arrivent à Brazzaville à l'année pour pouvoir parler de politique suffisante, autosuffisance alimentaire. On n'est pas capable de le faire parce qu'on n'a pas ces données, on n'a pas d'outils intelligents pour le faire. On n'est pas capable de dire combien de marchandises quittent d'Olizy pour Brazzaville, pour Pointe-Noire. On ne sait pas quantifier ces choses. Parce qu'il faut que le débat aille au-delà de nos appartenances politiques. On n'en a pas besoin. On va hériter d'un pays qui a besoin demain de se concurrencer à d'autres pays à travers le monde. Et la question est de savoir, est-ce que nous avons tout ce qu'il nous faut pour faire face aux défis auxquels s'impose l'Afrique. D'ici 2050, l'Afrique va assumer le leadership de la Terre. C'est évident, c'est comme ça. Plus rien ne va le changer. Le Congo, faisant partie de l'Afrique, fera partie des pays qui vont assumer le leadership sur le continent au niveau mondial. Est-ce que nous sommes prêts pour ça? La question est non. Le pacte technologique, c'est un engagement que nous voulons. Nous ne sommes pas en train d'imposer aux candidats notre projet. Nous voulons un engagement formel et ferme de la part des candidats en disant que nous allons inscrire la question technologique au cœur. Et on s'engage et on signe. Si je suis élu président, j'en fais une priorité majeure. Mais au regard de tous les systèmes dont je vous ai parlé, pour les construire, pour développer ces logiciels-là, il nous faudra quoi? Des hommes, des ressources. D'où viendront ces hommes? Ça sera des jeunes. Dans le projet que je propose, il y a un programme national, un vaste programme national de formation des jeunes, puisqu'on sait ce que nous voulons, les besoins, les compétences sont identifiés. Derrière, on fait suivre un projet national de formation pour les jeunes. Ça fait quoi? Ça crée de l'emploi. Ça crée de l'emploi sur un secteur stratégique au développement du Congo. Nous avons, une fois que ces systèmes sont construits, les données sont stockées au travers du projet, le cloud congolais. On ouvre le projet Open Data. Ça crée une autre activité économique. On est dans d'autres dimensions, on est dans une autre sphère. Merci beaucoup, Chris Bell. Merci beaucoup. Je le disais il n'y a pas très longtemps que nous sommes arrivés pratiquement à la fin de cette émission. Mais avant de nous séparer, je vais permettre à nos trois invités de nous dire, j'aime pas dire dernier mot, mais pour le cas de cette tribune, ça va être votre dernière intervention, parce qu'il faut bien, puisque la télé l'oblige, et bien qu'on se sépare. On va commencer au milieu cette fois-ci. Monsieur le représentant du MUST. Je voudrais ici remercier le président pour son intervention de tout à l'heure, qui nous a fait comprendre qu'il ne s'agissait pas d'une politique quelconque, mais il s'agissait ici d'un intérêt général.
Aussi, il faut qu'on comprenne que des candidats à la course à la présidentielle, n'est-ce pas? Ils ont tous, chacun, une vision pour l'intérêt des Congolais. Question pour nous, pour les questions de transparence. Le Congo est indivisible. Pour les questions de transparence, qu'on s'asseye, effectivement, c'est un projet qui permettrait la transparence dans tout le système du pays. Voilà mon dernier mot. Merci beaucoup. Allez-y, monsieur le représentant du candidat. Le dernier mot serait de remercier le monsieur qui vient de nous exposer son pacte, le président. Roland Chris. C'est une idée justement venant d'un jeune, comme nous le sommes tous, que nous jugeons très louable. Et je pense que ce projet, ce pacte justement, s'il venait à être justement soutenu par tous ceux justement qui sont en train de briguer aujourd'hui vers la magistrature suprême du pays, je pense que ce projet donnerait justement un sens à notre Congo et donnerait de l'espoir aux jeunes. Et je le dis pourquoi? Parce que aujourd'hui, la question centrale qui anime tous nos pays aux jeunes sous-développés ou en voie de développement, ce sont les jeunes qui manquent de travail. Et je pense que le président Joseph Kabila a compris cela justement et nous avons intégré cela dans notre projet. Il y a une cité qu'on veut construire justement, la cité de l'innovation et du numérique. Ça dit tout. Cité de l'innovation et du numérique, ça dit tout. Mais ça va dans le sens justement du pacte que vous nous proposez justement. Je ne vois pas, comme je l'ai dit tout à l'heure, en quoi Joseph Kabila s'est de reverrer une fois demain élu par le peuple congolais à ce pacte-là. Merci beaucoup. On renvoie le micro à Véron. Je remercie vous pour cette émission que je suis depuis toujours. Je remercie Chris Bell qui a mis de son temps, de son énergie et de son talent pour apporter sa pierre à l'édifice du Congo. Je suis fermement convaincu que le Congo a besoin de ces projets. Je suis fermement convaincu que l'open data, que tous les développeurs congolais appellent de leur vœu, puisse être une réalisation. Je suis fermement convaincu qu'un projet d'identifiant numérique unique est une solution. Et avec toute ma passion, je suis derrière ce projet. Mais je voulais revenir sur un fait, et c'est là où je finis. Tous les candidats sont élus sur la base d'un projet de société. Et sur ce projet de société qu'ils déclinent leur vision. Et donc, il est important que ce projet rentre dans le cadre de projet de société de tous. Et c'est pour ça qu'on dit qu'on doit signer ce pacte. Et donc, tout le monde doit adhérer. S'il n'y a que 3 candidats qui adhèrent, ce projet n'a plus de légitimité. Il est important que Chris Bell, avec nous jeunes qui pensons que c'est un bon projet, que nous allons convaincre nos états-majors, que nous puissions convaincre ceux qui ne sont pas ici, parce que si le candidat Denis Sassou Nguesso, la candidate Mounari, le candidat Kinyongi Kiambungu signent et que les autres ne sont pas là, il n'y a pas de légitimité. En ce moment, apportons la légitimité à ce projet. C'est justement le plaidoyer que nous souhaitons que vous fassiez pour ce projet. Mais nous le ferons dans le cadre de nos projets, dans notre vision qui inclut le numérique. Nous accompagnerons cela et je pense que tout a été dit. Nous irons ensemble vers cette destination. Chris Bell, on est arrivé au terme de nos échanges. Oui. En guise de conclusion. En guise de conclusion, je pense que c'est très intéressant de relever ce que Véron a dit. D'ailleurs, ce qui ressort de nos échanges ici, c'est qu'il y a un point commun qui nous unit, quelles que soient nos différences partisanes ou politiques. Nous avons besoin du numérique, de l'outil technologique pour construire le Congo de demain. Nous sommes appelés à assumer cette responsabilité. J'en appelle ici de façon solennelle à tous les candidats aux élections présidentielles à pouvoir s'engager à signer ce pacte technologique. Il faut que les gens comprennent la différence que je fais en demandant au candidat de signer. Quand je dis de signer le pacte technologique, quand je demande, je sollicite la signature du pacte technologique, c'est juste un choix clair et net pour les candidats de dire, une fois élus, nous ferons de la question technologique une priorité des priorités. Ce qui va être aussi un appel de pied lancé au niveau international. Les candidats sont libres ou pas d'implémenter le projet que je propose. Ils peuvent implémenter leur propre projet, mais seulement ils se seront engagés publiquement
de faire du numérique une question de priorité nationale. Il faut que les choses soient très claires. Et donc aujourd'hui, j'espère, j'attends beaucoup de cet engagement de la part de tous les candidats parce que je le dis, c'est une question de survie pour l'État congolais dans le monde du XXIe siècle. Et on ne peut plus attendre le prochain quinquennat pour le faire plus tard. Ça serait avoir un retard millénaire sur les questions technologiques. Merci beaucoup Roland Crisbel. Si un Français dont j'étais les noms ici n'avait pas initié le pacte écologique, la France n'allait jamais gouverner comme la France gouverne aujourd'hui. C'est pour dire que c'est pour nous, pour le Congo, un bonheur que d'avoir une initiative qui part du Congo, d'un Congolais, d'un jeune Congolais. Et je pense que l'image aujourd'hui de voir ces représentants de différents candidats, tous assis côte à côte en train d'approuver cette démarche, est un signe fort qu'il faut accorder désormais dès l'intérêt, sinon la place qu'il faut au numérique. Merci de nous avoir suivis. Bonjour M. Crispel, vous avez été reçu sur le plateau de Cartes sur table. Quelles sont vos impressions après l'émission? Je suis plutôt satisfait par la qualité des échanges, d'autant plus qu'on est dans une période relativement très sensible, celle des élections présidentielles. J'étais plus que ravi surtout de constater que certains états-majors ont répondu de façon favorable à cet échange que j'ai considéré de crucial, mais aussi le talent de Bob qui nous a reçus sur le plateau. Voilà, j'ai été impressionné aussi par la maîtrise du sujet, de l'émission, par le temps qui a pu être donné à chacun de pouvoir s'exprimer sur le sujet. Je suis plutôt très satisfait.